première édition des Jeudis des professions de santé, une émission que vous avez été nombreux à nous demander et qui obéit à la logique du circuit de soins dont l'amélioration est une priorité de tous. Alors bienvenue à ces milliers d'infirmiers, pharmaciens, kinés, dentistes qui rejoignent aujourd'hui les médecins fidèles à cette émission. Plus d'1 million de femmes et d'hommes qui se battent quotidiennement pour le bien-être de leurs patients. Alors c'est un rendez-vous qui va devenir mensuel, Nicolas. Après un an de JDF, le groupe VIV a souhaité s'associer à ce projet ambitieux tout au long de l'année 2019, former tous les professionnels de santé pour relever le défi des maladies chroniques, des coopérations professionnelles, nous a paru essentiel. Nous sommes heureux d'y contribuer tout au long de cette année. Alors place au débat, vous l'avez promis avec deux nouveaux invités. Bernadette Fabregas, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt, puisque Bonsoir, nous sommes en direct. Vous avez un passé d'infirmière de terrain, et puis vous avez décidé de devenir journaliste. Avec succès, puisque vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef d'infirmier.com, qui est le site leader de votre profession. Tout à fait. Gilles Bonnefond, alors vous êtes un vrai pharmacien, mais on vous connaît surtout comme syndicaliste, puisque vous êtes secrétaire général de l'USPO, l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Tout est bon ? Président de l'USPO, bonsoir. Ah, président maintenant, oui, parce que moi, voilà, vous voyez, le temps passe, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, c'est le président qui est là. Merci d'être avec nous ce soir, car je sais que vous quittez une réunion ministérielle pour honorer ce rendez-vous. Vous êtes venu en mototaxi, tout va bien ? Tout va bien. Prêt à débattre. Première question, vous êtes inquiet de ce qui attend les médecins, Bernadette et Gilles, je vous le demanderai, mais on commence par vous, Bernadette. Moi, je l'ai trouvé plutôt gentil, hein, le professeur Valencien, j'avais lu son livre, Une médecine sans médecin. Alors c'était soit pour nous allécher, soit qu'il a changé d'avis. Mais une médecine sans infirmière ? Alors certainement pas, je crois pas. Alors je pense, je vais être d'accord sur pas mal de points avec Guy Valencien. Déjà sur l'idée des paramédicaux, moi je pense que tous les professionnels de santé sont des soignants. Donc on ne dit plus les paramédicaux. En fait, on va les catégoriser comme ça, parce que n'importe comment les tutelles les catégorisent ainsi. Mais de façon générale, on est tous effectivement une population, une communauté soignante auprès de tous ces patients en demande de soins. Donc effectivement, les médecins vont-ils disparaître ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, les infirmiers, certainement pas si on en croit l'adresse, qui, selon ses projections de 2040, annonce quand même quelque chose comme 880 000 infirmiers. Contre combien aujourd'hui ? 660 000 à peu près. Donc ça fait quand même une grosse projection et surtout une augmentation très très importante des infirmiers libéraux, dont on va parler sans doute tout à l'heure. Si je comprends bien, à part des problèmes financiers éventuels, pour vous, tous les voyants sont au vert. Ou des problèmes de motivation, parce que la profession est en train de changer aussi. Ah oui, mais la société change. Peut-être que on ne sait pas. Toutes ces machines dont vous nous promettez vont peut-être vous aider à être... Il y aura une révolution nécessaire, voire une évolution. Même question à vous, Gilles. Alors, encore des pharmaciens dans 20 ans ? Heureusement, oui. Non, mais ça, heureusement, quand on est président d'un syndicat, on ne peut pas répondre autrement. Mais moi, je pensais que Guy Valencien allait dire non, plus de pharmaciens dans 10 ans, mais non, on a d'énormes avantages. On est sur les territoires. On est à proximité, on a la confiance des patients, on a une amplitude horaire qui nous permet de répondre, y compris à des soins non programmés. Et puis, le métier de pharmacien évolue. Au départ, c'était uniquement dispensateur de médicaments, donc on allait à la pharmacie pour chercher un médicament. Là, on va à la pharmacie pour chercher un médicament, mais également un service, un accompagnement du patient, une observance, des services, mais également... Et tout ça, une machine peut le faire ? Non, parce qu'une machine, elle peut distribuer des boîtes. Elle peut éventuellement éditer une feuille en disant il faut le prendre comme ci, comme ça. Mais la santé, c'est pas juste de lire une notice ou d'avoir une information, c'est d'avoir quelqu'un qui vous répète des messages, qui vous permet de mieux adhérer à votre traitement et qui vous permet d'avoir des services de proximité. Ce qu'il faut, c'est que les métiers évoluent. D'accord. Alors mon rôle étant de vous provoquer un peu, c'est pour ça. Je trouve Guy Valencien étonnamment calme, ce qui m'étonne. J'attends la suite. Alors, avant de lancer le débat, que pensent de cela vos consoeurs et confrères des témoignages recueillis par Oriane Loiseau et Thierry Borsard? Les deux grandes, je dirais, avenues du futur sont la robotique et l'intelligence artificielle. La robotique, il faut savoir que dans la province de Shaanxi, il y a un robot actuellement qui a été capable de réaliser une opération chirurgicale, l'implantation, la mise en place de 2 implants dentaires en 1 heure. Donc c'est un robot qui a réalisé l'intervention. Par ailleurs, l'intelligence artificielle au sens plus large, je pense, va
c'est là où la véritable révolution va se produire. Vous vous réveillez dans la nuit, vous avez une douleur qui survient, vous pourrez avoir cette brosse à dents qui servira de capteur optique, une brosse à dents qui téléchargera cette information à l'intelligence artificielle et qui sera communiquée à votre dentiste avec le diagnostic, non seulement le diagnostic, est-ce une fêlure, est-ce une carie, et quelles sont les options de traitement. Et vous aurez le retour de votre dentiste qui vous contactera dès le lendemain, si je puis dire, avec la solution. On voit qu'il y a des applications, par exemple, sur la gestion de la maladie chronique, qui sont très très intéressantes pour le patient, qui lui permettent d'être davantage autonome, d'être plus observant, de penser à prendre ses médicaments, etc. Je pense que tous les objets connectés qui sont en train d'être mis au point, concernant notamment le diabète, sont des objets qui vont nous permettre de compléter nos interventions au niveau des patients, mais qui ne vont pas forcément nous évincer. La personne humaine, notamment quand elle est malade et quand elle est en situation de grande vulnérabilité, elle a besoin, à un moment donné, d'avoir un accompagnement extrêmement proche et extrêmement humain. Et je vois mal comment ça pourra être remplacé par un robot aussi sophistiqué soit-il. Il y aura dans les pharmacies des spécialistes du diabète, par exemple, donc, qui vous apporteront, bien sûr, les informations nécessaires au traitement, des informations complémentaires pour tout ce qui est nutrition. On va être là pour orienter les gens, voire pour avoir, dans certains endroits où les médecins sont totalement absents, avoir une pièce dédiée où il y aura un système électronique pour faire des consultations médicales à distance avec des médecins. Il va y avoir aussi des tas de choses qui vont se passer au niveau de la relation client. C'est-à-dire des applications qui permettent déjà de transmettre l'ordonnance en sortant de chez le médecin et de venir arriver à la pharmacie et tout sera prêt ou commandé si la commande était nécessaire. D'autre part, il peut y avoir aussi un système de livraison à domicile pour les personnes qui ont des problèmes de déplacement. Il va y avoir aussi un contrôle de l'observance des traitements, alors soit par des applications, soit par des systèmes téléphoniques. Est-ce que le robot va prendre la place demain du chirurgien dentiste? Honnêtement, je ne pense pas, parce qu'il faudra quand même, je dirais, communiquer avec nos patients, savoir distinguer l'indication qui est favorable, avoir, je dirais, cette dimension humaine. En médecine, je pense, sera incontournable. On ne peut pas réduire la médecine, à mon opinion, à simplement une série d'exercices, je dirais, théoriques ou robotiques. Paradoxalement, l'innovation en ostéopathie, ce n'est surtout pas de s'appuyer sur des machines, mais d'établir un contact humain, une véritable écoute. On est donc dans un monde de plus en plus déshumanisé et les gens recherchent justement la relation humaine, le lien qui va se créer entre le praticien et le patient. Et surtout, l'ostéopathie, donc c'est une médecine manuelle qui ne suscite aucun appareil, aucun instrument. C'est l'ostéopathe qui va se servir de ses mains, de son écoute, une écoute globale, une écoute attentionnée, une écoute remplie d'empathie et qui va justement créer le lien avec le patient. Alors, beaucoup de choses dans ces témoignages. J'ai fait un peu le tri de tout ce qui était dit. Et il y a en fait deux thématiques qui, quelque part, s'opposent. La technique et l'humain. Alors, on commence par le dentiste. Moi, je me suis fait faire des implants. Le robot qui fait ça en 1 heure, j'achète, moi, parce que c'est pas si simple que ça. Alors, on est dans la menace robotique ou on est dans la menace chinoise, là, Guy? Non, non. Mais là, on est sur un exemple typique de ce qui est programmable sur du dur. Ouais. Une mâchoire, c'est dur, ça ne bouge pas. Donc on peut prendre un modèle, le modèle complètement, travailler l'opération et puis le robot va le faire. On l'a vu aussi sur le rachis à Amiens où tout a été fait en préparation, en simulation. Et ensuite, la plaque a été dessinée et un robot aurait pu mettre les vis à la place du chirurgien. Il fait quoi le dentiste? Il lit le journal? Il fait quoi le dentiste? Non, mais sur ça, oui. Mais sur un abdomen... Oui, mais là, on est chez un dentiste. Oui, il descend rarement au niveau de l'abdomen. Sur tout ce qui est dur, et on peut programmer les interventions faites par des machines. L'orthopédie, notamment aussi, pour une bonne partie. Sur tout ce qui est mou, c'est beaucoup plus compliqué. Gilles, ça vous fascine, cette perspective de voir des robots qui font ça? Moi, je n'ai jamais opposé la technique à la santé. On doit avoir intégré dans nos métiers les nouveaux outils
elle fait les nouvelles aides technologiques qui nous permettent de faire évoluer notre métier. Il ne faut pas opposer. Il faut simplement savoir comment on intègre. Et quand on intègre, ça veut dire que les métiers vont évoluer. Il faut accepter cette évolution. Ceux qui n'acceptent pas cette évolution vont disparaître, effectivement. Mais ceux qui sont capables de l'intégrer pour aller plus loin, pour faire mieux, pour faire plus rapide, pour faire plus sûr, ceux-là vont continuer à progresser et à apporter de meilleurs services. Alors on a parlé des robots diagnostiques tout à l'heure. On voit la brosse à dents diagnostique là, avec l'exemple de notre dentiste. Demain, avec l'effondrement des coûts, alors même s'il faut investir au départ, c'est peut-être l'économie qui va faire que ces techniques vont se déployer le plus rapidement possible dans le territoire. Parce qu'on est dans un pays où les économies passent avant vos états d'âme professionnels. Hein. Vous revenez du ministère d'ailleurs. Oui, c'est vrai que les équilibres économiques sont contraints. Mais on discute avec le ministère et avec l'assurance maladie sur l'évolution du métier de pharmacien. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est capable de répondre demain aux nouveaux défis que l'on a devant nous? Vieillissement de la population, personnes âgées, sortie hospitalière, développement des pathologies chroniques, politique de prévention, politique de dépistage. Est-ce qu'on peut répondre? Et comment on peut répondre? On peut répondre en étant mieux organisé, en déléguant une partie de l'activité à des acteurs qui sont à proximité et en ayant une traçabilité de ce que l'on fait. On peut répondre à ça. S'il y a des outils techniques, des nouvelles technologies qui permettent d'être incorporées pour faire ces services, il n'y a pas de raison de les refuser. Demain, on aura la prescription électronique médicale, on aura d'autres outils permettant la traçabilité, de l'intelligence artificielle intégrée dans nos ordinateurs pour nous aider à des décisions de conseil auprès des patients. Tout ça, ça doit pas faire peur. Mais qu'est-ce qui fait que ça avancera demain plus vite quand on voit le temps qu'il faut pour faire le fameux virage ambulatoire? Ça fait 20 ans qu'on en parle en France. Quels sont les blocages à lever aujourd'hui? Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les professions sont en train d'évoluer, et nécessairement, puisqu'effectivement, la société évolue, les patients évoluent, les techniques évoluent, la e-santé a pris sa place. Il faudra vraisemblablement savoir se former, s'en servir. On s'en sert déjà, d'ailleurs, c'est ce que disent les collègues infirmières qui ont témoigné. Avec les applications sur les mobiles, on peut savoir évoluer, évaluer une plaie, à quel pansement on va y mettre, télétransmettre une photo avec la télémédecine, etc. Tout ça, et surtout apprendre à travailler ensemble. Alors tout à l'heure, vous disiez de façon un petit peu agressive en fin d'intervention que les infirmières libérales savaient tout, qu'elles ne voulaient que travailler seules, etc. Alors le plus souvent, c'est vrai et c'est délétère, elles travaillent seules parce qu'elles n'ont pas de correspondant disponible. Elles vont à la recherche du médecin libéral qui a mal prescrit ou n'a pas suffisamment prescrit. Elles-mêmes ne peuvent pas prescrire ne serait-ce que du paracétamol alors que chacun peut en acheter quand il va à la pharmacie. Donc des choses complètement aberrantes qui font que, eh ben oui, elle se débrouille comme elle peut. Alors évidemment, après, elle dit, moi je fais comme je peux, donc je suis un petit peu la plus forte dans cette communauté. Vous nuancez un petit peu l'agressivité de tout à l'heure, disant que... Non, non, mais c'était intéressant parce que c'était au congrès des infirmières et quand j'ai dit ça, il y a eu 40% qui ont applaudi et les autres qui se sont tus par rapport à l'intervention de cette infirmière qui est sûrement très gentille, mais qui avait l'impression de tout savoir et d'avoir besoin de rendre compte à personne, ce qui n'est pas possible. Nous sommes beaucoup plus contraints, à la limite, nous, les médecins, que les infirmières en termes de pratique. Mais je pense que les trois métiers et les autres, les psys, les écologues, les kinés, bien sûr. Et les autres paramédicaux, parce que les aides-soignants vont également évoluer de fait. On est d'accord. Mais alors, quand même, quand on écoute votre consoeur dans le témoignage, c'était quand même des applications qui servent un peu à se passer du médecin. Hein. C'est ce qu'elle disait, quand même. Oui et non, parce que ce sont des applications... Alors, non, mais elle parlait des applications aussi pour les patients. Oui. Qui effectivement lui rappelle son traitement. Après, effectivement, il y a de la reformulation derrière. Le patient, quand il va voir son interlocuteur soignant, qu'il soit médecin, pharmacien ou infirmière, son infirmière libérale, il va pouvoir lui dire tiens, j'ai fait ma glycémie, j'avais tant, etc. C'est aussi de l'adaptation. Mais ce n'est pas un outil unique qui va servir à remplacer tout le reste. On va revenir globalement à la délégation de tâches, mais je voudrais parler du témoignage de notre confrère pharmacien. Là, il y a à débattre quand même. Hein. Alors d'abord, il va sur le terrain du médecin, il propose ni plus ni moins de le remplacer dans les zones mal desservies. Ça veut dire que vous avez trop de pharmaciens et qui vont leur chercher des débouchés ou... Non, la difficulté que l'on rencontre, c'est quand dans un village, il y a une pharmacie et que le cabinet médical ferme,
la pharmacie est en danger. Et les patients sont en danger. Donc il faut retrouver une organisation avec un médecin qui s'est installé dans une maison de santé pluriprofessionnelle à 40 km et qui doit travailler avec le pharmacien qui lui est resté à proximité des patients. Donc on ne doit pas travailler de la même manière que quand on est à côté et qu'on a les 3 acteurs, médecins, pharmaciens et infirmiers, à côté des patients. Ce n'est pas à la place. C'est simplement que le médecin peut prescrire un antihypertenseur. Au lieu de le prescrire pour 3 mois, il peut le prescrire pour 6 mois, à condition que le pharmacien vérifie que pendant cette période, l'objectif qui a été fixé de réduire la tension est atteint. Sinon, il faut changer de traitement et revenir à la consultation. Donc c'est une coordination, ce n'est pas la place. Et moi, je suis d'accord avec... C'est pas aller trop loin pour vous, Guy, ça? Non, mais je pense que demain enfin, dans les 10 ans qui viennent, on va avoir sur le territoire des milliers de maisons de santé et de centres de santé. Ce sont les supérettes. Hein, c'est les supérettes. Ça va plaire, ça, comme terme. Mais bien sûr, c'est les supérettes de proximité. Voilà, ce sont les petits hubs de proximité à partir desquels on ira dans les villages, l'infirmier le lundi, le médecin le mercredi, le kiné le mardi, dans des villages où il y aura dans la mairie une salle. Et on est en plein dans l'exemple de la distribution, le supermarché, l'hypermarché de l'hôpital va aller mal. Donc. Oui, mais le pharmacien sera là aussi, alors, avec le cabinet infirmier. On va vraiment... J'ai l'impression que vous allez quand même vous bagarrer un petit peu sur le sujet de la délégation de tâches. Et les CPTS, on n'en a pas parlé, la fameuse réforme en cours qui va aussi obliger les professionnels à se coordonner ensemble, à travailler sur des projets communs déjà. Et pour travailler sur des projets communs, déjà, il faut se parler et se connaître. D'accord. Alors on va revenir sur la délégation de tâches. Je vais essayer de pimenter le débat. J'ai l'impression que vous tirez chacun la couverture comme vous pouvez. Non, pas du tout. Il y a d'abord le médecin qui ne veut absolument pas qu'on tire la couverture, même si Guy dit que maintenant les médecins sont très pour la délégation de tâches. Non, j'ai pas dit ça. C'est encore à montrer, ça. Hein. J'ai pas dit ça. Oui, enfin, moi, je suis un fanat de cela, puisque je la pratique. Bon, d'accord. Avec des infirmières qui sont super d'un autre côté, la vaccination, elle va chez qui? Elle va chez le pharmacien ou elle va chez l'infirmière? Cette année, elle est allée chez les deux. Alors, effectivement, il y a eu quelques frictions. Les infirmiers libéraux sont montés au créneau. Les pharmaciens ont défendu leur précaré. Le ministère a tranché, et je crois que l'année prochaine, d'ailleurs, toutes les pharmacies de France se vaccineront contre la grippe. Alors après, c'est une politique de santé à défendre. On écoute le pharmacien quand même. Absolument. Cette année, 720 000 patients ont été vaccinés par les pharmaciens en expérimentation sur 4 régions. Que disent les patients? Je veux me vacciner contre la grippe, je vais à la pharmacie, il y a le vaccin et il peut injecter le vaccin. Donc on a permis aujourd'hui à 150 000 patients primo-vaccinants qui auraient dû se vacciner depuis très très longtemps, qui avaient plus de 70 ans, qui ne s'étaient jamais vaccinés parce que le parcours était trop complexe. Ça n'appartient ni aux pharmaciens, ni à l'infirmière, ni aux médecins. La politique de prévention, elle appartient aux acteurs de santé qui doivent se mettre à disposition pour répondre à un besoin de santé publique qui est la prévention contre la grippe. Et cette année, on a eu une progression de 8% de la vaccination contre la grippe. On n'a jamais vu ça. Ça fait 5 ans qu'on était en baisse. 8% d'augmentation, 10% sur 2 ans. Donc la ministre, bien sûr, dit je vais généraliser, bien évidemment, mais il faut qu'elle aille plus loin, qu'elle généralise aussi pour les patients qui n'ont pas de prise en charge. Parce que quand vous êtes un jeune, que vous avez une entreprise, que vous êtes un jeune cadre dynamique, vous voulez vous vacciner, parce que vous avez vos parents qui vont dans une maison de retraite et que vous voulez aller la voir en protégeant les personnes qui sont là-bas, bien, allez vous vacciner. C'est très compliqué. Il faut récupérer une ordonnance. D'accord? Il faut aller chez l'infirmière ou chez le médecin pour se faire vacciner. C'est trop compliqué. Donc il faut vacciner tous les adultes qui souhaitent être vaccinés, mais s'ils veulent aller chez le médecin, ils peuvent y aller. À médecine du travail, ils peuvent y aller, chez l'infirmière et chez le pharmacien. Pardon, je peux dire juste... Oui, bien sûr. Mais on va beaucoup plus chez le pharmacien que chez le médecin. C'est de l'ordre de 1 à 3 ou 4. Bon. Donc les gens sont habitués. En plus, la prestation est assurée. Enfin, c'est à côté en plus agréable. Je suis désolé, il y a des cabinets médicaux, parfois on n'a pas envie d'aller. Non mais attendez, il faut dire la vérité des choses. La pharmacie, c'est toujours sympa. Un petit lieu de confidentialité quand même, dans une pharmacie. Oui, c'est mieux. Oui, vous trouvez que c'est confidentiel? Non, je dis qu'il faut un petit lieu de confidentialité. On va parler d'une chose importante. On vaccine sur les comptoirs, bien évidemment. On vaccine sur les comptoirs, bien sûr qu'on vaccine dans un endroit qui est bien évidemment
d'ailleurs qui a été réglementé. À l'arrière de la voiture. Qui est un espace de confidentialité, isolé phoniquement et isolé visuellement, et où il y a le nécessaire pour vacciner dans de bonnes conditions. On a parlé de la bataille, si j'ose dire, entre infirmiers et pharmaciens sur la vaccination. Et ce qu'on a dit dans l'émission précédente, dans le temps précédent, c'est que la rémunération à l'acte aussi était pourvoyeuse de ces combats. Est-ce que sur des objectifs de santé publique de cette nature-là, est-ce que finalement, dans le cadre libéral, il ne faudrait pas abandonner pour partie, et de manière plus massive qu'aujourd'hui, le paiement à l'acte? Ça, c'est dans les politiques de santé, mais moi j'ai entendu plus qu'aujourd'hui, 85%. J'ai entendu aujourd'hui Agnès Buzyn dire que, par exemple, à l'hôpital, la rémunération pourrait se faire sur la satisfaction du patient. Mais ça, c'est une révolution. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? La politique qui est engagée, c'est mieux rémunérer au parcours de soins. C'est-à-dire aller sur un parcours et ne pas être sur une multiplication des actes. Ça vaut pour l'hôpital avec la T2A, on est arrivé au bout d'un cycle, il faut réinventer un autre cycle. Ça vaut pour les professions libérales. Les pharmaciens viennent de modifier leur mode de rémunération. On était rémunérés à la marge commerciale. On vient de sortir en grande partie de la marge commerciale pour être sur un acte qui est lié aux médicaments, à la personne qui est en face, qui peut être âgée, qui a certaines difficultés. Donc on sort de cette logique dont nous on a amorcé cette mutation. Il faudra sortir du corporatisme parce que n'importe comment, c'est aussi ce qui tue toutes les négociations aujourd'hui et qui est compliqué dans les professions de santé parce que personne ne veut laisser rien. Donc en fait, et la nécessité de la réforme, il faudra bien que chacun arrive à trouver des démarches consensuelles pour travailler en même temps. Mais si on veut changer... Très bonne liaison sur la question suivante, le dossier médical partagé, que pour les médecins ou... Mais non, mais pour tout le monde. Parce que c'est pareil, enfin, à domicile ou même à l'hôpital, au moins, enfin, chaque personne qui va soigner aura les mêmes informations dans le même temps. Il y aura moins d'errance des patients, moins sans doute d'examens qui sont faits, refaits parce qu'effectivement ils ne sont pas tracés. Les histoires de vaccination avec le carnet de la e-vaccination, tout sera tracé et au moins le parcours patient sera beaucoup plus cohérent. Et c'est dans l'air du temps ou pas? On parlait du 3,7 millions déjà de DMP ouverts. En partie d'ailleurs dans les pharmacies qui ouvrent les dossiers médicaux partagés. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir une bibliothèque accessible à ceux qui seront autorisés par le patient à consulter une histoire du patient. Yves Valencien, je vous ai vu réagir. Oui, sur le secret. Il faut bien voir les choses. Le secret, moi, dans ma vie de médecin, j'ai eu des secrets. Des secrets qui n'étaient absolument pas médicaux. Ouais, parce que vous avez soigné tous les présidents de la République. Non, mais des secrets, même des secrets, des secrets de patients qui me racontaient des choses parce que j'étais médecin et qu'ils ne pouvaient pas le dire à d'autres, qui n'avaient rien à voir finalement avec la pathologie qu'ils avaient. C'est ça le vrai secret. Le reste, on partage, les gens expliquent ce qu'ils ont, je vous le répète. Alors, le temps passe, vous êtes passionnant et justement on va pouvoir tout aborder. Mais il y a quand même une deuxième idée dans le témoignage du pharmacien. Alors, si je suis caricatural, l'ordonnance du médecin arrive chez un pharmacien Amazon qui fait livrer à domicile, sans doute avec des vérifications et les conseils d'un ordinateur. C'est ça l'ubérisation de la profession qu'on peut craindre ? On peut le craindre si on ne bouge pas. La profession de pharmacien est en train de bouger. Moi, j'ai déjà un ordinateur. Je n'ai pas besoin de transporter puisque je suis à proximité des patients. Donc, pourquoi j'ai besoin d'Amazon? Je n'ai pas besoin d'Amazon. Mais si effectivement, je n'avais pas une présence sur les territoires, si je n'avais pas une accessibilité aux médicaments, si je n'apportais pas une plus-value au moment où je dispense les médicaments, effectivement, il pourrait y avoir une question sur l'ubérisation. Mais les patients, aujourd'hui, on voit bien sur Internet. Internet qui a été ouvert, on peut acheter éventuellement des médicaments sur Internet, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus rapide. Oui, souvent, parce que 90% sont des faux. En plus. Mais même ceux qui sont délivrés par des sites tenus par des pharmaciens réglementés, les patients n'en ont pas besoin. Ils vont à la pharmacie qui est juste à côté, ils ne payent pas de frais de port et en plus ils l'ont de suite. Et vous sentez votre profession prêt à basculer dans ce bouleversement? De passer de vendeur de médicaments, si j'ose dire, à acteur de santé primaire pour éviter l'ubérisation? Très clairement. Pourquoi vous dites oula, parce que c'est limite caricatural de dire qu'un pharmacien ne vend que des médicaments. Enfin, il est quand même professionnel de santé. Alors après, c'est à lui à le prouver tous les jours à l'officine. Alors on laisse répondre le pharmacien. Elle a très bien répondu. Oui, vous aviez préparé votre de l'USPO ce soir. Elle m'a coupé. Non, mais c'est vrai que quand on voit l'évolution du métier, très clairement, quand vous rentrez dans une pharmacie, aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à un certain nombre de services, l'accompagnement des personnes âgées qui sont en difficulté par rapport à leur traitement avec des bilans de médication, équiper la
pharmacie l'outil de télémédecine permettant à un patient qui est en difficulté d'avoir accès à son médecin au service d'oncologie. Oui, enfin, c'est pas nous qui allons le faire. Nous, on va s'équiper pour, quand on est en difficulté sur un suivi d'un patient chronique, pouvoir dire, écoutez, là, il vaut mieux avoir un avis médical, je vous mets en contact avec votre médecin traitant ou avec votre service hospitalier, parce que vous avez un effet secondaire et qu'il faut un avis. Et donc, sans vous déplacer, vous pourrez avoir un continuum grâce à l'équipement de la pharmacie. Il y a une dynamique chez les pharmaciens qui me bluffe. Et j'adore, c'est vrai. Ils sont adaptables. Mais non, parce que pas mal non plus. mais ils sont dans le son des choses. Hein, et dans le son, il faut le dire le mot, du commerce. C'est concret. C'est pas un beau cochon. Alors qu'on voit sur nos médecins, je reste dans mon précaré, je ne veux pas bouger. Eux le bougent parce qu'ils sont obligés, leur officine, il faut le faire. Il y a un commentaire qui arrive qui dit qu'il faudrait que Guy Valencien choisisse son camp. Je n'ai pas de camp. Je n'ai pas de camp. Il faut choisir le camp du patient. Écoutez, oui, voilà, belle conclusion. Dernier point sur la technologie, on n'en parle plus du tout. La pilule connectée pour les pathologies graves, est-ce que ce n'est pas une solution à ce problème d'observance qui vous pourrit la vie ? Mais oui, mais bien sûr, mais là encore, il y aura besoin de présence humaine, l'observance. Oui, je suis d'accord, mais c'est juste de la technologie pour dire qu'un jour, peut-être que le pharmacien sera content de savoir que ses patients prennent aussi les médicaments qu'il leur vend. Et les infirmiers aussi, parce que l'éducation thérapeutique fait partie de leur rôle propre. Et donc, à ce niveau-là, chacun des professionnels, chaque fois qu'il voit le patient... Vous savez, l'observance, ce n'est pas juste un bip qui sonne pour savoir si le patient a pris son médicament ou pas. L'observance, c'est être capable d'adhérer à son traitement. Pourquoi je prends ce médicament ? Et si j'ai compris pourquoi je le prends, parce qu'on me l'a expliqué, parce que... là, on a la chaîne. Hein. Je prescris, je délivre et je suis au quotidien. Alors, on va quitter la technique et on va aller dans la deuxième partie des témoignages, qui est, j'oserais dire, l'humain, ce qui résume très bien une des infirmières. L'humain accompagne, complète, mais pas évincé. D'accord, complété, pas évincé. C'est plein de sens, non? Alors, pour commentaire de vous trois, hein, sur tout à l'heure, on a vu... Le robot qui allait ramasser la cuillère, mais le médecin qui était capable de humaniser en disant vous avez un cancer. Votre commentaire sur l'humanité de votre profession, en sachant que les infirmières ont toujours été considérées comme le modèle de l'humanité. Oui, mais justement, alors ça c'est bien, mais les infirmières sont aussi des professionnels expertes du soin, donc il ne faut pas non plus les réduire uniquement au relationnel. Moi, je dirais plutôt qu'effectivement, en termes d'humanité, pour être garant d'une humanité préservée, tous les soignants sont là pour dire tous les jours, l'humanité, c'est l'autre, l'autre que je soigne. Donc en fait, il faut quand même rester très vigilant. Et au-delà de toutes les techniques qu'on va pouvoir utiliser, moi je pense que ce qui fera la différence, c'est tous ces petits riens du soin, l'écoute attentive, un geste, une oreille, un regard, une compréhension, une empathie naturelle. Alors l'empathie, elle n'est pas toujours naturelle chez tous les soignants, d'accord, mais ça aussi, ça se travaille. Et pour qu'effectivement, le patient ne se sente pas complètement isolé face à un robot qui va lui délivrer, certes, de façon très positive et efficace son traitement, mais... L'humanité de l'infirmière, on la complète, mais enfin, c'était pas trop le débat. On va parler plutôt, on terminera par le médecin après. Le pharmacien, son humanité, c'est quoi ? D'abord, c'est sa disponibilité. 90% de la... Il est souvent en train de faire les comptes derrière et c'est un préparateur qui est devant. C'est une équipe formée qui est à la disposition du patient et qui est... si un espace qui est réglementé, c'est bien la pharmacie d'officine. D'accord. Donc, oui, il y a une équipe. Il y a la possibilité d'aller à domicile aussi, c'est ce que font certains pharmaciens. Ça arrive que les pharmaciens... oui, je suis pharmacien, je travaille. En campagne bien. aussi. Obligatoirement, au moins 4-5 fois dans la semaine, il y a 4-5 patients qui ont besoin... que le pharmacien se déplace. Bien sûr. Maintien à domicile avec une personne qui ne peut pas se déplacer, la famille qui n'est pas disponible. Toutes les semaines, moi j'apporte des médicaments toute la semaine au même patient, parce que c'est l'infirmière qui me demande d'apporter exactement ce qu'il faut, et toutes les semaines. Et ça fait un contact. Vous êtes pharmacien où ? À Montélimar. À Montélimar. Et par rapport à, je dirais, à tout ce qui est robotisation, etc., vous savez, l'évolution de la demande de soins, le soin, c'est toujours très personnel. On a une pathologie, mais on a derrière une palette de patients qui sont plus ou moins demandeurs de tel et tel service. Et l'humain doit toujours être là, bien évidemment. La santé, on a besoin. Ça ne peut pas tout faire, heureusement, mais il faut se faire aider par des outils techniques pour permettre d'être encore plus disponible pour apporter
un soin personnalisé aux patients. Guy, le chef d'équipe, ça reste le médecin? Mais je crois que c'est... Ou c'est dépassé? Je vais vous dire, on est presque dans l'auto-organisation à 3, ou à 4, ou 5, ou 6, parce que on n'a pas à être plus haut que les autres. C'est là où il faut quitter le monde de la hiérarchie. Si on reste dans un monde hiérarchique, on n'arrivera jamais à travailler ensemble. Je suis désolé, mais... C'est la coopération. C'est de la coopération, ouais. Voilà. Et je pense que exactement, et que en ce qui nous concerne, je pense que l'humanité, d'abord, je répète, autant les maladies deviennent muettes, autant l'interrogatoire est un élément essentiel pour aller au diagnostic avec le moins d'examens possible. Plus on écoute, moins on demande d'examens inutiles. Et écouter, c'est déjà la moitié de la confiance. Je l'avais dit dans la première partie. Et ensuite, c'est dans le suivi et l'accompagnement des malades. Or, on sait qu'un médecin qui est capable d'avoir une humanité, un humanisme, mais c'est 50% de la guérison en plus. Hein. C'est inimaginable ce qu'on transmet comme monde, mais l'infirmier aussi. À partir du moment où on est empathique, les gens repartent avec le sourire, je suis désolé. Tous les trois, vous trouvez que ça, c'est bien abordé dans vos études, dans toutes les études, la partie... Non, et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup plaidé. D'abord, je n'ai pas trouvé la PACES très astucieuse, parce qu'au contraire, on hiérarchisait encore plus. Par contre, à la faculté, d'enseigner dans le même amphi, à l'infirmière, aux pharmaciens, aux médecins, de savoir comment on prend en charge un patient diabétique en ville, comment on prend en charge une hypertendue. Alors là, la coopération, ça ne deviendra pas un acte supplémentaire, un effort supplémentaire, ce sera dans l'ADN de la formation. Pas facile à organiser, mais c'est sûrement très bien. Oui. Mais surtout, je pense aussi qu'il va y avoir un autre interlocuteur dont on n'a pas parlé encore beaucoup, c'est le patient expert. Celui-ci, au moins, il est au centre. Lui, il vit sa maladie. Il vit sa maladie. Et qui mieux que lui peut expliquer à ses soignants ce qu'il vit? C'est une formidable idée, mais qui est quand même toujours embryonnaire. Hein. Mais pas vraiment. Il y a même une école des patients développée aujourd'hui en faculté qui marche très bien, et notamment sur toutes les maladies chroniques que les patients experts, je pense, vont apporter un plus dans les équipes. On a en tout cas des associations de patients de plus en plus dynamiques. Ah oui, mais attention, c'est pas tout à fait la même chose. Non, mais c'est elle qui génère des patients experts, d'ailleurs, qui les forment. Non, le patient a besoin et pose beaucoup de questions à la pharmacie, pose beaucoup de questions. Et ce qui est important, c'est que le message qui est donné à ce patient soit complémentaire de celui du médecin, complémentaire de celui de l'infirmier. Il n'y a rien de pire que d'avoir des messages qui sont complètement divergents et qui font poser beaucoup de questions aux patients, et après ils vont chercher les réponses sur Internet. Donc oui, on a des patients de plus en plus informés, ça nous oblige à être encore plus réactifs, mais c'est ça qui est enrichissant. Ce que vous nous dites tous les trois, c'est que finalement la communication, la relation et puis l'humain, c'est ce qui va dépasser les résistances au changement de ceux qui seront encore un peu réticents à faire casser les corporations et les évolutions des métiers. Oui, mais ce qui a été dit là est très important. S'il n'y a pas une cohésion dans le message, on aboutit à des drames parce que les gens sont perdus. Ils vont aller voir l'infirmière parce que ça les rassure plus alors que le médecin va dire autre chose, le pharmacien quand même. Donc ça demande, dans ces métiers que l'on va faire de plus en plus, des réunions ensemble, pour justement mettre au point par rapport à un malade le discours que l'on va tenir, notamment dans les pathologies graves. Sinon, ça part dans n'importe quoi. Non, mais c'est envisageable, ça, dans la vraie vie. C'est un changement dans les métiers. Oui, il faudra passer du temps à se... Et l'art de la reformulation, c'est très important. Oui, la reformulation aussi. Il faut du temps. Il faut du temps, bien évidemment. Ce temps, vous allez l'offrir Justement, nouvelle technologie. DMP, c'est une bibliothèque, messagerie sécurisée, chat, entre professionnels de santé autour du patient. Ça fait gagner du temps et ça permet de formuler les mêmes messages et de voir un moment où c'est qu'il y a la difficulté. Et un partage de savoir, parce que le partage de savoir, c'est au bénéfice de celui qui va justement en bénéficier, c'est-à-dire le patient, c'est le seul qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. Il est 20h47, à 20h50, je prends vos quelques questions. Donc, on va terminer l'analyse du reportage par le témoignage de l'ostéopathe. Ben, figurez-moi, moi je l'ai trouvé cool et pas inquiète, l'ostéopathe. Peu de technologie remplaçable chez elle. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais on est là, j'ai l'impression, dans les médecines douces. Est-ce que, vous n'en parlez pas du tout, est-ce qu'elles ne vont pas être un refuge face à cette inflation de technologie? Ah là, il n'y a pas de réponse là. Mais non, mais si on se retire, si on se retranche derrière les écrans et les smartphones, c'est évident. Et les gens iront sans remboursement, comme ils le font déjà. Donc c'est à nous de retrouver cette relation humaine qu'on a, je dirais, quand même, en tout cas les médecins, en partie perdus sous le poids de la technologie. Là aussi, ne pas opposer
Oui, ne pas opposer une médecine dite traditionnelle classique aux médecines douces, sinon on fait on fait 2 chemins, alors qu'il peut y avoir des compléments. Et il faut travailler sur la complémentarité, pas sur les divisions. C'est la médecine intégrative. Il y a l'hypnose, par exemple, aujourd'hui, qui prend une grande partie. Il y a plein d'infirmiers anesthésistes qui se forment pour la douleur. Et de médecins. Et les médecins. Il y a aussi plein d'autres arguments de ce type-là qui vont bénéficier aux patients, in fine. Merci. Oui, Gilles, un dernier. Mais c'est une médecine. Ce n'est pas des choses ésotériques. C'est de la médecine. D'accord. Alors, vos réactions, elles sont nombreuses. Alors, il y en a qui ne sont pas des questions, mais des commentaires. Les nouvelles technologies permettent incontestablement d'améliorer la médecine, mais ne peuvent pas remplacer de manière satisfaisante un médecin dans certaines situations, comme l'annonce de maladies graves, par exemple. On est tous d'accord là-dessus. Vous avez parlé des GAFA et des risques qu'ils représentent. Ce sont des propos difficiles à entendre pour nous. Question au professeur Valencien, c'est aux États de prendre les choses en main ? Oui, c'est aux États de prendre les choses en main. On voit bien qu'avec tous les scandales qui ont eu lieu, notamment du côté de Facebook, il y a une prise de conscience mondiale qui se fait, mais ça va être difficile parce que les États, ils n'en ont rien à faire. Ils sont supranationaux. Vous avez bien vu sur la taxation et tout ça, c'est difficile, mais on va y arriver, je pense, quand même peu à peu. Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience, déjà au moins sur les impôts. Les États sont pragmatiques. Après, ils iront sur les conséquences. Exactement. Donc, ça va être lent, parce que ce sont quand même enfin, il faut voir que Amazon a dépassé les 1000 milliards. Là. Cette année, on n'a jamais vu ça. Quoi. Peugeot est à 14 milliards. Donc, il faut mesurer la puissance de feu de ces systèmes. Et les Chinois font pareil. Donc, revenons à la vraie vie, celle d'une pharmacie de Montélimar. On n'est pas dans les mêmes chiffres. En cette période de gilets jaunes, vous ne craignez pas, c'est une question, la fronde grand public. Et c'est elle qui risque un peu de surmerger tous ces débats entre professionnels de santé qui disent oui, on va y aller, peut-être, mais le grand public, les patients, est-ce qu'ils représentent aujourd'hui une force ? Oui, la demande des patients, elle est claire. Ils veulent avoir un médecin à proximité disponible. Aujourd'hui, ça devient un petit peu difficile. Ils ont des pharmacies à proximité et en plus, on fait le tiers payant. Donc, on fait la dispense d'avance de frais, ce qui permet aux patients de ne pas avancer et on apporte des services. Donc, c'est vrai que la demande est plus pressante et moi, je le dis aux médecins, d'ailleurs, on travaille ensemble au moment dans les débats avec les communautés professionnelles de territoire de santé, c'est-à-dire, attention, quand il y a un déficit, un désert médical, il faut s'organiser pour que les patients puissent rester sur ces territoires parce qu'ils ont choisi ce territoire et qu'ils veulent vivre dans ce territoire et vieillir dans ce territoire. Et ne pas avoir une réponse adaptée à cette situation peut créer effectivement du conflit. C'est pour ça qu'il faut s'organiser et arrêter un petit peu les querelles de mots, délégation de tâches, transfert de compétences, tout ce qui fait peur, etc. Non, comment on s'organise ? Mais il y a par exemple... Je suis très frappé de la variation d'appréciation et de ressenti de la présence de médecins ou pas dans tel ou tel territoire. Il y a une île qui s'appelle Molène. Vous connaissez, entre Ouessant et Brest. 400 habitants l'hiver, 700 l'été. Il n'y a pas de médecin. Et quand c'est par force 12, personne ne passe. Il n'y a pas de médecin, sauf une fois par semaine. Mais il y a un infirmier permanent et qui est là et qui a la boîte à médicaments. Et au cas où, il peut voir avec le médecin et en fonction de ce qu'il a dit par rapport au malade. Donc voilà, ça marche. Faut-il absolument un médecin dans chaque commune de France? C'est absurde. Moi, j'en ai assez de ce combat-là, de dire il faut les déserts. C'est du ressenti. En dehors de quelques endroits, on va mettre peut-être 45 minutes à aller en trouver un. Arrêtons. Regardez le Mali. Je suis assez d'accord sur la notion de désert, etc. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que même dans des endroits, 40 000 habitants, 10% des patients n'arrivent plus à trouver un médecin traitant. Ça, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas un désert. Il y a des médecins, mais ils sont débordés. Donc comment on s'organise mieux pour dégager du temps médical pour qu'ils puissent prendre la population d'un médecin qui est parti à la retraite? Il y a la question des auxiliaires médicaux. Et alors là, les infirmiers, je ne sais pas, les aides-soignants peut-être, mais en tous les cas, la question est en débat. Parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui voudra assister les médecins pour gagner du temps médical? C'est très important pour le patient, mais pour faire des tâches qui sont quand même relativement faible en termes d'expertise, c'est-à-dire sortir des dossiers, vérifier les vaccinations, peut-être vacciner, prendre une tension, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'infirmière pour faire ça, mais justement, il y a peut-être justement aujourd'hui, dans ce qui se dessine, en tous les cas, les infirmières seraient les meilleurs
personnes pour rentrer dans ce profil. C'est ce que dit le ministère. Mais les infirmières en doutent parce qu'elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. Là-dessus, je suis d'accord. Je ne comprends pas très bien. C'est 4000, je crois. Auxiliaires, c'est quoi, je veux dire, assistants médicaux. Soit on met à un niveau supérieur et on fait tous des tâches comme ça, de ranger le dossier aussi nous-mêmes. Et alors là, on partage avec les infirmiers et les pharmaciens véritablement. On a un partage de tâches, non pas une délégation, un partage de tâches, mais à les mettre, ces professionnels-là, je ne le vois pas très bien. Je ne peux pas prendre de questions supplémentaires, mais on nous reproche de ne pas avoir parlé argent. De dire vous êtes très bien, mais les gens ont de moins en moins d'argent. Est-ce qu'on en va vers un système à l'américaine, no money, no cure? Certainement pas. Il faut de la solidarité. Une société qui est bien organisée, elle doit être solidaire, et solidaire sur la santé, c'est l'élément le plus important. Et il faut penser à ceux qui ne peuvent pas faire l'avance de frais. Il faut leur apporter une solution. Mais oui, si la santé n'est pas solidaire, ça va être très compliqué. Alors, le pays est riche, mais on gâche énormément. Je suis désolé, ne serait-ce qu'en prescription à tout azimut qui ne servent à rien. On encombre les RMN de bilans qui sont inutiles, les scanners aussi. Attention, et on nous dit après ça, il plus de machines. Non, que l'on prescrive avec pertinence. C'est la première chose. Donc l'essentiel demain, c'est l'évaluation de la qualité de nos actes. Je suis désolé. À la fois sur le plan objectif, par des critères scientifiques, et sur le plan personnel par les malades. Il n'y a pas de gâchis chez les infirmières? Du gâchis, je ne pense pas qu'il y ait du gâchis. Enfin, du gâchis. Après, qu'est-ce qu'on appelle gâchis? Non, c'est ce que disait. Il va y en avoir qui font comme il parle de gâchis. Et qui font plus d'actes parce qu'on va faire le pansement 3 fois au lieu de 2. On connaît tout ça. Mais non, mais c'est pas suivi, c'est pas évalué, ça. Après, Ma Santé 2022, là, le plan très, très ambitieux du gouvernement, c'est quand même de mettre le parcours du patient le plus cohérent possible à tout endroit de France, que ce soit la campagne, la montagne, la mer ou l'endroit le plus reculé. Donc, pour ça, il va falloir qu'il y ait d'excellentes idées, de très bonnes coopérations. On est pile à l'heure. C'est-à-dire qu'on va passer maintenant aux conclusions. Le moment de se quitter, c'est aussi celui des conclusions, mais aussi chez mon ami Michel Drucker, celui des promotions. Votre prochain livre, Guy Valencien? J'aime donc je suis. Ça je veux casser des cartes. Parce que nous sommes faits de sens avant d'être faits de raison. Il reproche à la Touraine de ne pas avoir de Wi-Fi, donc il a dit je vais me faire un tour en jaune, donc il va se faire des cartes. C'est ça votre raisonnement? Et de savoir qui nous sommes. Il sort quand? Je ne sais pas, mais voilà. Votre conclusion sur cette soirée, parce que c'est quand même un peu nouveau. Mais j'étais très heureux d'être avec 2 professionnels avec qui nous allons travailler de plus en plus, vraiment en groupe, c'est ça qui m'a plu énormément. Bon, ils sont très bons, ces professionnels-là. Oui. Et on va demander à Gilles Bolfond son dernier mot avant de le remettre dans le train pour Montélimar. On a un véritable défi. Là, le plan 2022, je le considère comme une opportunité. La main est donnée aux professionnels de santé de proximité. Est-ce que vous êtes capable de vous organiser sur les CPTS, les fameuses communautés professionnelles de territoire de santé? On vous donne la main. Si vous êtes capable d'apporter une réponse cohérente aux besoins de santé et relever les défis, il n'y aura pas de problème. Si vous n'y arrivez pas, il va y avoir de gros changements. Ce qu'on peut faire dans le présent, c'est justement la garantie pour ne pas craindre l'avenir, puisqu'on a parlé de cette émission sur l'avenir. Allez, c'est normal, Bernadette, de vous laisser le dernier mot, en ajoutant que je suis particulièrement ravi de voir le monde infirmier rejoindre nos émissions. Les infirmières vous remercient, en tous les cas, et les infirmiers aussi, bien sûr, même s'ils ne sont qu'un petit 20%, mais en tous les cas... Je rappelle que votre site leader dans le marché s'appelle infirmier au pluriel.com. Bon. Moi, je dirais que, évidemment, au vu de tout ce qu'on a entendu, il faut de la coordination, du partage de savoir, de la cohérence dans les propos de chacun, évidemment sortir des corporatismes et se dire que tout est devant nous et n'importe comment, c'est le patient qui fera la différence. Et le patient, c'est nous, vous, nous, demain, dans le meilleur des cas ou le pire des cas. Et qu'est-ce qu'on voudra? Des professionnels de santé à l'écoute, certes bien équipés avec de la technologie moderne, mais surtout avec une oreille et des yeux qui marcheront encore très bien. Merci en tous les cas, je vous ai trouvé tous les 3 extrêmement brillants et je suis ravi et je vous renverrai des invitations parce que je pense que ce type de débat, il devrait y en avoir de plus en plus. Et vous, Nicolas, votre promo? Moi déjà, j'ai été ravi de voir ces coopérations professionnelles s'installer. Je crois que c'est pour le bien des patients, pour le bien de tout le système. On ira vérifier sur le terrain quand même. Mais on ira vérifier et notamment notre promo, c'est la prochaine émission des jeudis des professionnels de santé qui
portera fin février sur la télémédecine. Donc nous poursuivrons le débat sur cette grande avancée qu'est la télémédecine. Eh bien, cette soirée exceptionnelle est terminée. Merci à tous ceux qui nous regardent. J'espère que ces JPS deviendront un rendez-vous incontournable pour le dialogue entre tous ceux, et je m'y ajoute, qui pensent que le bien-être des humains passe beaucoup par notre entente. N'oubliez pas d'aller, contrairement à ce que vous a dit Guy Valencien tout à l'heure, sur YouTube, regarder ces émissions, allez regarder toutes les émissions, likez-les. Justement, vous, infirmiers, pharmaciens qui nous rejoignez, allez voir tout ce que l'on fait depuis des années. Alors, en attendant le prochain rendez-vous tous ensemble, eh bien, portez-vous bien.